Bonsoir Christine. Je suis très heureuse d'être avec vous à nouveau. Et comme d'habitude, je pense qu'on va parler le français pour les auditeurs qui ne parlent pas la langue portugaise. Parce que finalement, tout les concerne aussi. Exactement. Et tout ce qu'on dit dans cette émission concerne les auditeurs de toutes les nationalités qui vivent notamment sur le sol français. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs thèmes, mais notamment un thème dont on avait parlé ensemble et qui nous semblait intéressant de relater ici sur cette antenne. C'est donc les résultats, les conclusions de cette fameuse investigation du Parlement européen sur les agissements de la Troïka au Portugal. Oui. Enfin, moi, je voudrais même aller au-delà. Oui, Christine. Si tu veux, c'est très bien qu'on parle aujourd'hui, parce que finalement, à l'époque, on n'aurait pas toutes les données. Et aujourd'hui, elle est là, puisqu'ils ont rendu leur rapport et qu'il y a une discussion, une assemblée plénière au Parlement européen. Donc aujourd'hui, on sait plus de choses. On est complètement dans le thème, oui. Voilà, on est complètement dans le thème. Et ce que je dirais, c'est que c'est un rapport, tu vois, on a perdu avec ce rapport, avec les conclusions du rapport, on a vraiment perdu une très importante opportunité. Et je dirais, donc il y a je résume, tu l'as dit un peu, mais je dirais que cette investigation du Parlement européen, des députés européens, ça ne concernait pas seulement le Portugal, ça concernait tous les pays qui étaient sous la domination de la Troïka. Donc la les députés européens ont visité ces pays, la Grèce, le Portugal, l'Irlande et Chypre. Et voilà, alors on est complètement déçus avec la conclusion de cette commission d'enquête, appelons-la, et je reprends les mots de notre député du Bloc de Esquerda, de notre eurodéputé du Bloc de Esquerda, que je rappelle qui est membre du Parti de la gauche européenne, Marisa Matias, qui dit finalement tout se passe comme si la Troïka a passé un examen, elle a échoué cet examen, mais sa politique, celle qui a motivé le passage en examen de la Troïka, elle a été approuvée. Donc du coup, la Troïka a échoué l'examen, mais sa politique est approuvée. C'est quelque chose de tout à fait aberrant. Les eurodéputés, donc, ils ont constaté dans le rapport, ils ont déploré, lamenté la pauvreté, la destruction des services de santé, la destruction des systèmes de protection sociale, mais ils ont uniquement lamenté. Ils ont dit qu'ils n'envisageaient pas, ils n'ont pas donné de solution. D'ailleurs, ils ont dit qu'il n'y avait pas de solution. C'est terrible. Je reprends encore ce que notre eurodéputée a dit. Elle a dit, mais dans la séance plénière, elle a dit, mais le Parlement n'est pas le mur des lamentations. Ce n'est pas non plus le divan d'un cabinet de psychanalystes. Au Parlement européen, il appartient de prendre des décisions et de résoudre les problèmes. Or, le problème, il est identifié. Les problèmes, ils s'appellent austérité. Le problème réside dans les politiques d'austérité qui sont en train d'enfoncer les pays dans la spirale de l'endettement, de la récession, de plus d'austérité. Parce que c'est ça. C'est que la récession les politiques d'austérité de la Troïka provoquent de la récession, provoquent une diminution de la richesse produite, laquelle va provoquer une augmentation de l'endettement. Cette augmentation de l'endettement va à son tour provoquer de nouvelles mesures d'austérité qui, elles, vont provoquer de la récession, encore plus de récession et encore plus d'endettement. Donc on est dans un cercle vicieux. Donc nous savons quel est le problème. Le problème vient des politiques d'austérité et nous savons aussi quelle est la résolution, qu'est-ce qui permet de résoudre ce problème. Eh bien, ça s'appelle uniquement de la volonté politique pour mettre fin à ces politiques d'austérité et pour entamer et pour mettre en œuvre des politiques de croissance et des politiques d'emploi. Alors, nous savons quels sont les problèmes de cette Europe. Nous savons aussi qu'avec le traité budgétaire, nous aurons, c'est l'assurance, le traité budgétaire, de la continuité de la Troïka après la Troïka, c'est-à-dire que nous sommes dans une austérité sans fin dans le cadre européen actuel, notamment dans le cadre où une banque centrale européenne ne finance pas les États, mais elle finance les banques qui, elles, vont financer les États en spéculant sur les dettes de ces États. Donc nous savons quel est le problème. Et donc tu sais ce
ce qui me rend quelque part très triste, tu vois, c'est de constater qu'on est toujours face à cette inévitabilité. On est vraiment devant la théorie de l'inévitabilité. On dit c'est mauvais, il y a de la pauvreté, il y a des systèmes de santé qui sont détruits, il y a l'État social qui est détruit, mais il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que c'est quand même le moindre des mots. Et ça, c'est terrible qu'on soit aujourd'hui, au XXIe siècle, enfermé dans des politiques d'inévitabilité. Après, Christine, on peut se demander qu'est-ce que c'est que cette Europe vraiment, parce que, on n'entend pas du tout actuellement, par exemple, parler de ces thèmes-là, par exemple en France, où pour l'instant il n'y a pas de la Troïka, bien entendu, mais elle pourrait venir. Enfin, je veux dire, la France pourrait se trouver dans une situation également terrible comme ça. On n'entend pas parler de ce qui se passe au Portugal, on n'entend pas parler de ce qui se passe à Chypre. Oui, on entend peu parler, on entend davantage parler de ce qui se passe en Grèce et pas tellement de ce qui se passe au Portugal, en Chypre, en Espagne. C'est vrai, mais moi je dirais que la France n'est pas sous le domaine de la Troïka, mais je définis ça comme une situation de pré-Troïka, c'est-à-dire que la France est en train de mettre en œuvre des mesures pour éviter une arrivée de la Troïka. Mais les mesures, elles font mal. Parce que tu sais, quand je lis les journaux français, je vois les titres des journaux français, je pense au Monde, je pense à d'autres, ou même les journaux télévisés, qu'est-ce qu'on annonce? On annonce le gel des retraites, on annonce le report de certaines parties des retraites ou des prestations sociales qui font quand même perdre parfois des centaines d'euros aux retraités et aux personnes. On entend parler de diminution dans le budget de la santé. On entend parler, donc ce sont des mesures. Dans nos pays, la Troïka n'est pas arrivée non plus comme ça. C'est-à-dire qu'avant, il y a eu des mesures d'austérité qui se sont mises en place. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a beaucoup de pauvreté en France. Il y a beaucoup d'exclusion en France. Il y a beaucoup de chômeurs qui perdent tous les jours. Il y a des milliers de chômeurs qui perdent le droit à des indemnisations de chômage. Donc la pauvreté, la précarité, l'exclusion, le manque de droits est en train de gagner du terrain d'une façon très importante en France. Et je pense que c'est difficile aujourd'hui de ne pas admettre que le problème du Portugal, de la Grèce, du Chypre, de l'Irlande, de la France, de l'Espagne, c'est un problème avant tout européen. Exactement. Et que tout ça a touché davantage les pays périphériques parce que ce sont des pays plus pauvres. Plus fragiles. Ce sont des pays les plus pauvres, ce sont des pays plus fragiles et ce sont ceux qui ont souffert davantage de l'intégration dans la zone euro, qui ont perdu de la compétitivité avec l'intégration dans la zone euro. Mais le problème, c'est d'une Europe qui est profondément malade. Et je pense que ça appelle à cette solidarité européenne. Donc si c'est la politique européenne qui est la cause des situations que nous vivons dans notre pays, que les Grecs vivent dans leur pays, les Irlandais, les Espagnols, les Français, alors il faut vraiment avoir des stratégies de lutte ensemble. Alors moi je dirais qu'il faut soit changer cette Europe, soit en sortir. Franchement, avec tout le temps, tout le décalage qu'on a, nous avons quand même une intervention de la Troïka en Grèce depuis 2010, au Portugal depuis 2011. Tout ça s'est traduit par beaucoup de gens qui ont perdu leur abri, ça s'est traduit par des gens qui sont morts, ça s'est traduit par de la famine. Alors quand même, je rappelle qu'au Portugal, il y a des milliers de familles, des milliers de personnes qui ne mangent pas un jour entier par semaine. Il y a des milliers d'enfants qui prennent un seul repas par jour et c'est le repas qui leur est donné à l'école. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Il y a même des situations qui sont incroyables, comme cette personne, il y a peu de temps, qui a été transportée pendant 4 heures alors qu'elle avait fait une opération, qu'elle avait contracté une infection hospitalière et cet hôpital n'avait pas une unité de soins intensifs et cette personne a été refusée par des hôpitaux ayant des unités de soins intensifs, mais qui n'avaient pas de place ni d'équipement pour l'accueillir. Finalement, cette personne a fait vers un hôpital un parcours de 4 heures, vers l'unité intensive d'un hôpital qu'il a finalement accepté 4 heures, et puis elle est morte. Enfin, je veux dire, la Troïka, elle tue. La Troïka, elle tue. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut se dire que soit on arrive à changer cette Europe, soit vraiment il faut
Il faut en sortir. Voilà, c'est mon avis maintenant avec le temps. Parce que si on ne peut pas avoir une refondation, un changement, si le rapport de force ne permet pas un changement dans le court terme, nous avons encore à déplorer des milliers de gens qui perdent leur emploi, des milliers de gens qui sont jetés dans la rue, des milliers de gens qui sont précarisés. Nous aurons encore à regretter beaucoup de souffrances. Voilà. Et tu sais, cette logique de l'inévitabilité, c'est quand même extraordinaire parce que cette logique de l'inévitabilité qui a été celle finalement qui a dominé par rapport à cette investigation, à cette action d'investigation du Parlement européen, moi je la trouve dans toutes les critiques qui ont été faites au manifeste des 70. Je ne sais pas si on peut parler de ça. Bien entendu, c'est un des thèmes dont tu voulais parler. Voilà, et donc il y a quelques jours, je ne sais pas si c'est il y a 2 jours ou 3 jours, il y a un manifeste signé par 70 personnalités au Portugal des plus divers horizons politiques. Il y avait des politiciens de tous bords, de tous bords. Il y avait des politiciens de droite comme de la gauche de gauche. Il y avait des ex-ministres. On y trouvait des membres du patronat, notamment des syndicats patronaux comme la Confédération industrielle portugaise, des syndicalistes, des ex-syndicalistes comme Carvalho da Silva, qui a été pendant longtemps, je crois pendant une vingtaine d'années, le secrétaire général de la CGTP, des économistes, des spécialistes de droit constitutionnel, des sociologues. Et donc ces personnalités ont signé un manifeste en demandant à la restructuration de la dette portugaise, en disant que la restructuration était inévitable, que pour croître, pour qu'il y ait une croissance robuste et soutenable, il fallait restructurer la dette. Ils ont énoncé les 3 conditions auxquelles devait obéir une restructuration de la dette. Un, c'était un abaissement des taux moyens d'intérêt. Actuellement, les taux d'intérêt absorbent 4,5% du PIB portugais. Il demandait aussi un allongement des délais de paiement de la dette, donc l'étalement de la dette sur une plus longue période. Cette période ne devrait pas être inférieure à 40 ans, elle devrait même aller au-delà de 40 ans. Et enfin, il disait qu'il faudrait annuler au moins la dette dépassant les 60% du produit intérieur brut. Je rappelle qu'actuellement, la dette publique est à 129% du produit intérieur brut, représente 129% du PIB. Mais je rappelle aussi que quand la Troïka est arrivée au Portugal, elle représentait 104%. Et qu'aujourd'hui, elle représente 130%. Donc les politiques de la Troïka qui est arrivée au Portugal et qui a fait un prêt au Portugal sous condition pour que notamment l'endettement public diminue, au contraire, les politiques que la Troïka impose au Portugal sont en train de faire augmenter l'endettement d'une façon vertigineuse. Et alors, ce qui est bien dans ce manifeste, c'est que les signataires du manifeste rappellent un précédent historique. Il y a eu plusieurs précédents historiques à ces restructurations de dettes, mais ils parlent de celui précisément dont n'a pas bénéficié l'Allemagne par l'accord de Londres sur la dette extérieure allemande qui a été signé le 27 février 1953. La dette extérieure allemande, la dette extérieure allemande intérieure à la Deuxième Guerre mondiale a eu un pardon de 46%, et celle postérieure à la Deuxième Guerre mondiale a eu un pardon, a fait l'objet d'un pardon supérieur à 50%. Et alors de la partie restante, 17% ont bénéficié d'un taux zéro, d'un taux d'intérêt de 0%, et 38% d'un taux d'intérêt de 2,5%. Donc il y a eu d'autres arrangements, et les auteurs de ce manifeste disent que le principe de cet accord, c'était d'assurer la prospérité future du peuple allemand au nom de l'intérêt commun. Et il rappelle aussi que des historiens économiques allemands très célèbres, jouissant d'une très grande réputation, ils sont clairs sur ce point, c'est-à-dire que c'est cet arrangement exceptionnel qui est à la base de la véritable, qui est à la base, qui explique la vraie origine du miracle économique allemand. Donc voilà, je trouve que c'est quand même, c'est dommage que ça survienne aussi tard, parce que nous savons qu'il y a parmi même les personnalités qui ont signé
se manifestent. Bon, nous avons Boaventura de Sousa Santos, le sociologue très connu Boaventura de Sousa Santos, nous avons Francisco Ossan, nous avons des économistes du Parti socialiste, et nous avons des gens de droite, et comme j'ai dit, des membres du patronat, des syndicalistes, et qui depuis, dans ce manifeste qui réunit des personnes tellement différentes, venant de tellement d'horizons, il y a des personnes qui depuis le début disent qu'il faut restructurer la dette et que le chemin des politiques d'austérité n'est pas le vrai chemin. Donc on peut regretter que ce manifeste surgisse aussi tard. Mais je dirais que c'est une bonne chose. Moi, j'ai accueilli avec beaucoup de gaieté de cœur ce manifeste. J'ai dit, voilà quelque chose sur laquelle s'entendent plusieurs personnalités de plusieurs cadrans, de plusieurs horizons de la société portugaise qui sont d'accord sur ce point. Ce n'est pas possible de continuer avec une dette pareille. Et je voudrais rappeler que cette dette, c'est pas celle du peuple portugais. Parce exactement. Que, voilà, la dette a connu une trajectoire vertigineuse. La dette a connu une trajectoire très importante, a eu une augmentation. La dette publique a augmenté de façon très importante après la crise financière. Parce que l'État a fait des transferts pour sauver les banques et pour soutenir l'économie. C'est pas la dette du peuple. C'est ça qu'il faut voir. Et qu'on ne peut pas payer une dette avec une richesse qui diminue, un produisant moins, on ne peut pas payer cette dette. Et que cette dette, fruit de taux d'intérêt aussi exorbitants, c'est pas la dette du peuple et de toute façon, nous ne pourrons jamais la payer. Et voilà, j'en reviens à l'inévitabilité. Tout à l'heure, je te parlais de l'inévitabilité des députés donc, européens. Et là, je parle aussi d'inévitabilité dans la mesure où les réactions à ce manifeste ont été terribles de la part de certains secteurs, notamment du gouvernement en place au Portugal. Le Premier ministre a dit qu'il n'était pas question, et des membres du gouvernement sont venus dire mais ce n'est pas possible, voilà, le Portugal est en train de donner une mauvaise image à l'étranger, il est en train de donner une mauvaise image. C'est toujours le même argument. Oui. Toujours le même argument de la mauvaise image. Et toujours tu sais ce qui est impressionnant, et Daniel Oliveira dans l'Express il rappelait ça, c'est que c'est les journalistes et les commentateurs, mais les journalistes, la presse, qui étaient très gênés par ce manifeste. Mais en même temps, ils ne pouvaient pas dire que c'est des dangereux radicaux, parce qu'il y a des membres du patronat dedans. Oui. Et tu sais, voilà, il y a des membres du patronat, le président de la Confédération industrielle portugaise est dedans. Et tu sais, j'ai bien aimé l'expression, il a été interviewé, et j'ai bien aimé l'expression, la façon dont il s'est exprimé. Il a dit, voilà, le roi est nu. Tout le monde sait que le roi est nu. Mais il ne suffit pas de dire que le roi est nu. Il faut trouver quelque chose pour l'habiller. Et évidemment, ce quelque chose, c'est la restructuration de la dette. Et tu vois, je suis quand même très contente et je regrette toujours cette théorie de l'inévitabilité, c'est-à-dire des gouvernants qui préfèrent sacrifier un peuple plutôt que de faire ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps, c'est exiger une restructuration de la dette. Oui. Christine, je pense que ton engagement au niveau, là par exemple, on parle au niveau européen, s'enracine dans un engagement plus, comment dirais-je, plus quotidien peut-être. Là, je vois que tu es candidate donc aux élections municipales sur une liste donc en région parisienne. C'est complètement logique. Quand tu parles de effectivement s'engager pour changer les choses, ça passe d'abord par un engagement au plus proche de soi, c'est ça? Oui, tout à fait, parce que c'est la pauvreté, il ne faut pas aller en Grèce, au Portugal, à Chypre, en Irlande pour trouver la pauvreté, on la trouve ici en France, à côté de chez nous. Et on voit se mettre en place des politiques qui peuvent aboutir à la même chose, en tout cas qui sont des politiques d'appauvrissement du peuple. Je dis bien du peuple, c'est pas de tout le monde, parce qu'il est connu que dans les pays où il y a les gens les plus riches, il y a aussi des gens les plus pauvres. Voilà. Donc au Portugal, il y a toute une classe qui a aussi réduite, qui bénéficie de cette crise, parce que cette crise finalement est en train de provoquer d'énormes transferts du travail vers le capital. Ok, nous sommes d'accord. Surtout vers le capital financier, nous sommes d'accord. Bien sûr. Donc, mais il ne faut pas aller au Portugal. Donc, moi, je pense qu'il faut s'engager là où on est
Et bon, pour moi, c'est une première expérience, pas locale, parce que j'ai déjà eu des expériences au niveau local, dans la commune où j'ai habité. Pendant des années, dans le 93, j'ai contribué à ce qu'on mette en place les cours de portugais, les cours d'arabe, dans le cadre des accords bilatéraux qui n'étaient pas respectés. Mais c'est vraiment ma première expérience comme conseiller municipal. Et bon, là, je vais devoir apprendre, tu sais. Moi, je me dis que je suis disposée à apprendre, et donc je vais devoir apprendre. Et j'ai été très touchée par la façon, quand j'ai été contactée, c'est quelqu'un du parti de gauche, c'est d'ailleurs l'un des fondateurs du parti de gauche avec Jean-Luc Mélenchon, qui m'a abordé pour savoir si j'acceptais d'être candidate. Il m'a dit, écoute, Christina, nous verrions avec beaucoup de plaisir que tu puisses intégrer, que quelqu'un qui vient d'un parti frère, en l'occurrence au Bloc Tchèque, d'un pays qui a souffert et qui continue de souffrir, nous verrions avec de très bons yeux que tu fasses partie de l'équipe municipale. Alors moi je pense aussi qu'il n'y a pas tout à fait il n'y a pas de déphasage entre la politique, il n'y a pas de clivage entre la politique locale et la politique nationale et la politique européenne, parce que c'est des systèmes de vases communicants, tu vois. Exactement. C'est-à-dire que voilà, les politiques au niveau local sont de plus en plus limitées par les politiques au niveau national, et elles-mêmes sont tributaires des politiques européennes. Donc un maire ne peut pas dire je vais faire ceci parce qu'il a des contraintes. Effectivement. Il ne peut pas. Et en dernier lieu, ces contraintes viennent de l'Europe, de toutes les restrictions, de toutes les politiques austéritaires européennes, de toutes les politiques qui font en sorte que tu ne peux pas avoir un endettement public qui dépasse les 60% du PIB, tu ne dois pas avoir un déficit public, tu ne dois pas, ça veut dire que tu es en train de couper dans les dépenses de l'éducation, dans les dépenses de la santé. Pourquoi? Parce que il y a ce système-là, ce traité de Maastricht est confirmé par ce qui a été aussi confirmé par le traité de Lisbonne, où nous avons une banque centrale européenne qui ne prête pas aux États, qui prête aux banques, qui elles vont prêter aux États à des taux d'intérêt. Donc les banques empruntent auprès de la Banque centrale européenne à des taux, elles ont déjà prêté à des taux proches de zéro, et elles vont prêter à des États avec des marges fabuleuses. Donc ce n'est pas normal. Donc cette logique, et donc évidemment que les États sont soumis à la logique des marchés financiers. Donc je pense qu'il y a. Bon, ceci dit, tu vois, ce qui est important, tu vois, c'est que je ne vois pas du tout, parce que je vois beaucoup de Portugais qui sont candidats aux élections, je vois beaucoup de Portugais dire, voilà, il faut constituer un lobby, il faut faire de la pression. Alors ce n'est pas du tout ma logique, parce que moi, les lobbies, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le lobby humain. Je ne veux pas avoir, ma candidature n'est pas du tout ethnique. C'est vrai que je suis portugaise et que je suis identifiée comme je suis mononationale. Je suis identifiée dans la liste du ministère de l'Intérieur, et puis dans les listes, je vais être identifiée comme quelqu'un qui vient du Portugal, ce qui est tout à fait vrai, et je me sens tout à fait portugaise, bien que ça fasse des décennies que je suis en France, mais je ne vais pas tomber dans quelque chose que je trouve grave et ridicule de dire je vais représenter la communauté portugaise. Non, la communauté portugaise est diverse comme l'est la communauté française. Moi, je suis là pour les politiques locales, pour la population de Gentilly, et qui est une ville tout à fait au sud de Paris, d'ailleurs qui fait frontière avec Paris 14, Paris 13, et puis d'autres communes comme le Kremlin-Bicêtre ou Arcueil. Donc je suis là pour la politique municipale de la ville. Évidemment, si je peux avoir un rapport, il y a plus de facilité de rapport avec les Portugais, je l'aurai. Et notamment avec, je pense aussi aux nouveaux émigrés, parce que je sens, donc Gentilly, c'est une ville où il y a beaucoup de Portugais, donc il y a beaucoup de Portugais, beaucoup de commerces portugais, il y a une église portugaise et tout ça, mais je sens, je vis ici depuis 1 an et demi, et je sens quand je sors dans la rue qu'il y a encore et encore des Portugais qui arrivent, donc des nouveaux émigrés. Oui, bien entendu. Ici, à Orléans, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me préoccupe beaucoup. Je trouve que c'est incroyable qu'un gouvernement puisse carrément expulser ses citoyens du pays et qui se trouvent dehors avec des conditions qui n'ont rien à voir avec les cas de success story, des cas de succès, les Portugais de talent. Oui, ce dont on parle. Oui, dont généralement. on parle, voilà. Ouais. Donc,
voilà. En tout cas, Christine, merci de ta participation. On t'attendait depuis quelque temps, mais c'est vrai que tes obligations professionnelles t'ont empêché. Merci à vous. Oui, c'est vrai, parce que là, je travaille. J'enseigne aussi à la fac. J'enseigne une matière. J'enseigne une matière d'ailleurs j'enseigne l'économie portugaise et donc après le travail le vendredi je vais enseigner donc j'ai des étudiants qui font un master professionnel en économie internationale et donc du coup c'est vrai je termine à 7h, c'est pas toujours facile de pouvoir parler mais je suis très heureuse d'avoir pu parler. Je ne sais pas si la semaine prochaine on pourra parler un petit peu plus longuement des municipales. Oui, de toute façon, bon écoute, on est en contact, il n'y a pas de souci. En tout cas, bon courage pour ce nouveau combat et tu nous en parleras, je l'espère, donc bientôt dans cette émission à nouveau. Un grande abraço, beijo et un bon fin de semana, boa noite, tchauzinho. Boa noite, Cristina. Ciao, ciao. Mi ha colpito, sveglia madre, eccomi qua, sul baratro della mondanità, qui nel fango di una falsa verità, che vende ancora l'oro quando è fogna, dorme il tempo abbandonato alla vita del qualunquismo occidentale, basta più seguire un'utopia, che sguardi affaticati non vedranno, temo che la tua democrazia, col fuoco non porti la libertà, forse è tardi mai, io sto correndo via, ai cucini vuoti della vostra ipocrisia, nella mia città la carovana va portando solidarietà, poi sognatori fate in casa mia, per fare un salto non ci vuole un dia, solidarietà io sto correndo qua, per risanare i vuoti della vostra falsità, allora qui c'è ancora una città, nell'innocenza scivola, ho inseguito una città, tra le rovine di un mondo sommerso, qui c'è ancora una città, la mia città. Dicono della mia verità, bugiardo irriverente ed estremista, tutto ma non posso tollerare, se una coscienza è cieca perché ha smesso di gridare, popoli e città, flagellati via, dal fantasma della guerra e dell'economia, nella mia città io porto umanità, sono mutilato dalla vostra civiltà, allora qui c'è ancora una città, nell'innocenza scivola, ho inseguito una città, tra le rovine di un mondo sommerso, qui c'è ancora una città, la mia città. Poi sognatori fate in casa mia, per fare un salto non ci vuole un dia, nella mia città io porto umanità, sono nato e mutilato dalla vostra